Bonjour à toutes et à tous. Daniel Roche nous a quittés le 19 février 2023 et nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à l'historien qu'il était, à l'ami qu'il était, à sa manière de concevoir l'histoire, de la pratiquer et de la partager avec nous tous et nous toutes. Cette journée a été organisée à la fois par l'IHMC, laboratoire CNRS que Daniel a dirigé pendant 10 ans à peu près, et dont il a été sinon un chercheur très important, et puis la revue d'histoire moderne et contemporaine que Daniel a co-dirigée avec Pierre Milza pendant de longues années, et puis il est resté avec nous jusqu'à la fin. Alors, le principe de cette journée d'études est un petit peu hors des sentiers battus académiques, dans la mesure où nous avons conçu tout d'abord donc 3 tables rondes. Pour chacune de ces tables rondes, un certain nombre de collègues qui interviennent de manière très brève. Donc pour cette première table ronde consacrée ou intitulée « La France des Lumières », vous entendrez successivement Roger Chartier, Liliane Hilaire-Pérez, Antoine Lilti et Michel Porret. Et chacun d'entre eux donc s'est engagé à intervenir très brièvement, 5 minutes, pour qu'ensuite la parole circule entre tous les assistants de cette journée et que l'échange porte sur des aspects divers et variés du travail de Daniel et de nos relations avec lui. Donc la parole circulera largement pour vos témoignages, pour vos interventions de nature diverse. Et ça pour chacune de ces 3 tables rondes. Donc sans tarder, je passe immédiatement la parole à Roger Chartier, donc pour ces 5 minutes syndicales, et mon rôle est de faire respecter strictement ce temps de parole. Merci, et merci pour l'organisation de cette journée. Qu'aurait écrit Daniel si, comme Emmanuel Kant ou Moses Mendelssohn, il avait répondu à la question posée par le Berlinische Monatschrift en 1784 « Qu'est-ce que les Lumières ?» On peut l'imaginer peut-être en faisant retour sur l'un de ses ouvrages, Les Républicains des Lettres, publié en 1988. En effet, l'enjeu du livre est la définition même des Lumières. Faut-il les identifier comme un corpus d'idées radicalement novatrices ? La dénonciation de l'obscurantisme religieux, l'exaltation de la tolérance, la définition d'une morale naturelle, l'examen critique des institutions, la refondation du corps politique, ou doit-on considérer que ces audaces spectaculaires, portées par des livres souvent prohibés, néanmoins publiés et diffusés, masquent en fait des ruptures plus paisibles, plus discrètes, mais peut-être plus décisives. Le grand travail sur les académies de province, publié en 1978, et les 16 études rassemblées dans les Républicains des Lettres 10 ans plus tard, ont convaincu Daniel que la nouveauté la plus massive du XVIIIe siècle résidait dans la diffusion, au sein des milieux sociaux les plus traditionnels, d'une pensée de l'utilité commune, portée par la volonté de transformer l'administration des territoires et des peuples. Dans le respect des autorités établies et des hiérarchies héritées, les sociabilités lettrées imposent une conception neuve du bien public, fondée sur la reconnaissance des mérites, la promotion des talents, l'amélioration des existences. De là, l'originalité de sa démarche, qui consiste à déchiffrer dans le conformisme affiché par les institutions, les discours et les milieux en apparence les plus traditionnels, les plus conservateurs, les signes d'une profonde transformation des esprits et des pensées. C'est ainsi que les académies de province, par leur fonctionnement qui reconnaît la liberté des suffrages, par leurs travaux, commandés par le souci du bonheur commun, ont habitué, clercs érudits, nobles d'épée et d'office, hommes de loi et hommes de talent, à partager une éthique de service et à inscrire dans la société des ordres et des États un exercice autre du lien social. Les essais de Daniel consacrés aux bibliothèques nobiliaires, à la circulation des imprimés, au réseau de correspondance, confirment ainsi pleinement le constat de Tocqueville. Je cite, « Au fond, tous les hommes placés au-dessus du peuple se ressemblaient, ils avaient les mêmes livres, parlaient le même langage. » Le travail de Daniel démontre l'existence d'une classe culturelle qui recrute dans tous les ordres, qui a ses lieux propres,
les salons, les académies, les loges, qui a ses conduites obligées, l'échange épistolaire, la visite savante, l'envoi et l'échange de livres. Ce sont ces pratiques partagées, produites par les mêmes goûts, portées par les mêmes plaisirs, qui cimentent peut-être plus que le font les idées, la société des républicains des lettres. Pour autant, fidèle à l'enseignement de son maître Ernest Labrousse, Daniel Roche ne pense pas que cette société des notables de la culture puisse être désignée comme une élite où s'effaceraient les distinctions juridiques. La communauté des engagements intellectuels ne supprime pas la divergence des intérêts. Le huis clos des assemblées savantes ne fait pas disparaître les antagonismes sociaux qui opposent hors l'enclave érudite les ordres et les corps. Daniel n'oubliait pas la chute de la citation de Tocqueville. Tous les hommes placés au-dessus du peuple ne différaient plus entre eux que par les droits, ce qui était indiqué que les proximités culturelles rendaient plus nécessaire pour les uns et plus insupportable pour les autres la perpétuation des différences d'État. Les républicains des lettres de Daniel inventent une société intellectuelle tout à la fois émancipée des dépendances du patronage aristocratique ou princier et libérée du souci économique qui caractérise la malheureuse espèce qui écrit pour vivre, comme dit Voltaire. Dotée d'une condition, d'une profession, d'un État, d'une fortune qui permet le loisir savant, ces républicains s'accommodent fort bien d'un monarque éclairé, protecteur et réformateur, et d'un univers social fermé à tous ceux qui constituent une plèbe littéraire ou un peuple laborieux. Daniel Roche accueillait deux d'entre eux dans le dernier chapitre de son livre « Les Républicains des Lettres ». Louis Simon, étaminier à la Fontaine-Saint-Martin dans le Roumaine, et Jacques-Louis Ménétras, vitrier à Paris. Ni l'un ni l'autre n'appartenaient au monde des lettrés, des salons, des académies, des sociétés littéraires. Leur relation au pouvoir et aux autorités n'était pas celle des républicains des lettres, dont l'espérance de félicité publique, dans l'espérance de félicité publique, s'apaise silencieusement et, sans doute sans le vouloir, les fondements mêmes de l'ordre ancien. Ils incarnaient, Louis Simon et Jacques-Louis Ménétras, une autre définition possible des Lumières, populaire, quotidienne, minuscule. La force de l'œuvre de Daniel Roche, c'est ma conclusion, est d'avoir considéré, dans leur articulation et leur opposition, les différentes acceptions des Lumières qui ont fragmenté leur historiographie, contrastant les utopies radicales et les humbles pratiques, les encyclopédistes et les prophètes, l'establishment littéraire et les Rousseau du ruisseau, les salons parisiens et les notabilités provinciales, les Lumières des philosophes et celles des artisans. Ces différences entre les positions sociales, les générations successives, les projets intellectuels nous ont obligés à rompre avec une perception univoque des Lumières. Répondre aujourd'hui à la question posée à Berlin en 1784 n'est pas simple. Daniel l'a fait en explorant, au fil des études, les différentes définitions des Lumières, associées ou affrontées. De là, la puissante originalité de son œuvre, d'une œuvre où se rencontrent sociabilité lettrée et existence populaire, critique et utilité, pratiques intellectuelles et esthétiques de l'existence. Qu'il en soit remercié.